Et les Africains, quand ils me trouvent trop conciliante, j'assume parfaitement mon combat pour la liberté et la paix. Voilà, Senghor parlait de la troisième voie. Je l'assume. Et de toute façon, il ne faut pas combattre quand tout est facile. Je sais très bien que je vais parfois contre-courant. S'ils m'écoutaient d'une manière tout à fait dialectique, ils comprendraient même que je demande leur propre libération. Ouais. Mais oui, parce que si vous désignez votre dominateur, vous désignez votre maître. Donc vous vous définissez comme soumis par rapport à et invalidé. Oui, moi je préfère dire que je suis né libre. Et je regarde l'autre comme à égale dignité. Et donc ça m'affranchit de sa puissance antérieure. Alors que celui qui continue à se plaindre de la puissance antérieure, il revendique encore son statut minoré, infériorisé. Moi, je ne vois aucune différence entre les sectaires. Pour moi, les racistes, quelle que soit leur couleur, ce sont les mêmes ânes gris. Donc que ces ânes-là soient nés en Afrique ou en Europe ne change pas l'affaire. C'est un état d'esprit qui n'est pas le mien. Les sectaires, quelle que soit leur couleur, je dis bien quelle que soit leur couleur, moi, je suis raciste, antiraciste. C'est ce que je pourrais dire. Il y en a beaucoup en ce moment des sectaires, Fatou. Oui, je ne suis pourtant pas dans l'idée du racisme. Le mot race, c'est caduque. Donc, du coup, quelqu'un qui pense race, il est déjà lui-même pas adapté au 21e siècle. Et je me sens un problème avec les gens qui ont des identités malades. Donc, et l'identité, elle est malade quand elle est construite sur la négation. L'identité française, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela, ce n'est pas ceci. Donc, c'est la soustraction en permanence. Et je voudrais qu'on fasse l'addition. Par exemple, qu'on me dise l'identité française, c'est ça, et ça. Et ça, c'est Edith Piaf, c'est Victor Hugo, et c'est ça. Et alors, c'est Georges Sand, et puis c'est Sartre. Et donc, on donne des modèles. Et là, on peut s'identifier. Et là, quand on retourne, j'ai l'impression qu'on a un rétroviseur et qu'on rétropédale. La question de la race, par exemple, non mais franchement, on n'est quand même plus à l'époque de la craniométrie et de la classification des humains. Donc on le sait très bien que nous ne sommes pas des espèces aquatiques avec les requins et les tortues marines. Donc nous ne sommes pas des zèbres non plus, mais il faut nous laisser nos rayures. Nous sommes des humains ensemble. Donc je ne sais pas de quelle race on me parle. Donc l'importance quasi insignifiante de la mélanine ne suffit pas pour me séparer des Japonais, des Allemands ou des Français ou des Burkinabés. On est obsédé par ça, par cette idée de la couleur de peau, de l'apparence. Je pense qu'on est obsédé par ça quand on n'a pas d'autres combats à mener dans la vie. Parce que si on était plus intéressé par nos soucis communs, la fragilité actuelle du monde, notre précarité collective face à ce virus, notre inquiétude commune face à l'économie, mais il faut accepter que c'est une inquiétude collective et commune. Par exemple, les Européens se sentent épargnés quand il y a les problèmes d'immigration. Non, je voudrais voir des Européens blancs se battre contre la tragédie des jeunes Africains. Cette précarité, elle est humaine, elle est collective. Et si on ne la solutionne pas en Afrique, elle aura des conséquences en Europe. Et le virus, si on vaccine les Européens, par exemple, et on ne vaccine pas les Africains, eh bien, vous l'attraperez encore de nouveau, le virus. Donc, cette solidarité-là, ce destin lié, cette manière d'être ensemble au monde, réfléchir à ça me semble beaucoup plus passionnant que chercher ce qui nous divise, ce qui nous rend antagonistes. Et voilà, moi, je me suis battue beaucoup dans ma vie. Et j'aimerais juste qu'on s'embrasse et qu'on s'aime. Ça fait bisounours, mais j'y tiens. Pourquoi à un moment donné avoir peur de l'autre devient presque une définition de soi? C'est triste d'être là comme du pain rassis là. Mais un peu d'ouverture, regardez le thé. Si vous lui mettez de l'eau, le thé s'épanouit, ouvre ses feuilles et là vous avez le parfum et vous avez un super thé. Donc tout ce qui est rétréci, racorni et tout petit, ce n'est pas généreux. Ça ne correspond pas à la France. J'ai aimé ce pays avant de le connaître. Pourquoi? Parce que ces auteurs, ces grands auteurs ont su parler et porter des valeurs internationales. Donc si vous dites liberté, égalité, fraternité, c'est valable partout sur cette planète. Tout le monde rêve de ça. Et la France a ça comme devise. Comment les enfants de ce pays, le pays des droits de l'homme, comment les enfants d'un tel pays peuvent imaginer, garder les valeurs de ce pays et rien que pour eux? C'est de la bêtise parce que le monde entier se reconnaît dans les valeurs de ce pays. Et vouloir se refermer, c'est aller vraiment contre le mouvement de l'histoire. Est-ce que le feu identitaire, vous dites, je suis toujours entre deux feux, est-ce que le feu identitaire n'est pas aussi parfois un feu de liberté? Moi, mon identité ne me pose plus du tout de questions. Je la connais.
elle est vraiment entre l'Europe et l'Afrique. Fatou Diom, c'est France plus Sénégal ou Sénégal plus France, vous dites ce que vous voulez. Il y en a même quand on met franco-sénégalaise, ils disent oui, mais elle est sénégalaise d'abord. Allez, mettez sénégalo-français si ça vous arrange. Moi, les deux m'arrangent. Quand on me demande mon identité, je dis les deux. Vous savez, ma tête là, dire que je suis africaine, c'est un pléonasme. Ça se voit. Je n'ai même pas besoin de le dire. C'est un fait, on le voit. Vous savez pourquoi je dis que je suis de nationalité française? C'est une manière d'être honnête et loyal avec moi-même. Il y a des tas de gens qui ont la nationalité française qui ne le disent pas. Moi, je le dis. Parce que c'est une manière d'être intègre avec mon histoire, mon parcours, ma philosophie. Et aussi parce que les gens qui m'ont élevé, mes grands-parents, n'étaient pas des sectaires. L'assignation identitaire, c'est invalider l'aptitude de l'autre à se définir. Moi, je ne peux pas me définir sans vous parler de l'Afrique. Et je ne peux pas me définir sans vous parler de la France. Et donc, que ça plaise ou non, c'est comme ça. Le militantisme qui lutte contre le racisme, il est fondé. Il y a des raisons pour cela. Le problème, c'est que si on explique mal ce qu'on veut combattre, tout le monde se dresse contre tout le monde alors que le problème subsiste. Et parler de race pour nous séparer, pour moi, c'est infondé. Par contre, l'idéologie racialiste, les dégâts causés par cette idéologie demeurent. Alors pour les combattre, nous n'avons pas besoin d'une résurgence encore plus agressive du Maurras qui aggraverait les choses. Parce que fallait-il que Yourcenar soit noir pour que je la lise? Donc moi je suis partie dans les maisons de retraite en Picardie, j'en ai fait un roman. Fallait-il que je sois blonde aux yeux bleus pour pouvoir comprendre la solitude des personnes âgées, la vie des aînés dans nos maisons de retraite, en France ou en Allemagne d'ailleurs. Et Goethe n'a pas écrit que pour les Allemands, Victor Hugo n'a pas écrit que pour les Français. Et les lettres pour l'éducation esthétique de l'homme de Schiller s'adressent à tous les humains qui sont sensibles à l'art et à la culture. Donc qui est racisé? Donc pour moi, quand je croise une Suédoise, c'est elle qui est racisée. Sa blondeur n'est pas un New-York. Et j'imagine que si je vais en Suède, les cousines de Stig Dagerman vont me dire, mais elle est racisée. Ben oui, parce que ma noirceur et puis ma bouche là n'est pas du tout là-bas. Et qui est racisé, nous sommes toujours racisés pour quelqu'un d'autre. Et nous devons arrêter de nous crisper sur des mots qui nous divisent. Donc il y a une seule race humaine. Donc voilà, nous appartenons à cette race humaine. Donc toutes ces petites distinctions que nous faisons dans l'arc-en-ciel, franchement, regardons juste la beauté de l'arc-en-ciel pour parler comme Nelson Mandela. Les contrôles aux faciès existent dans tous les pays européens. Je sais que ça met mal à l'aise nos amis européens, mais c'est la vérité. Et j'ai l'occasion de le vérifier souvent. Quand je suis dans un train, les contrôleurs, si la police entre, je pense que ma tête et un chocolat souriant, ça fait clignotant. Attrapez-moi, attrapez-moi, attrapez-moi. Pourtant, je souris juste pour être gentil, comme on agiterait un drapeau blanc pour dire inoffensive, 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 j'ai payé mes impôts, tout va bien. Non. Ils viennent toujours voir si je ne vais pas voler la tarte à la crème. Et c'est très vexant parce que être noir, ça ne veut pas dire être moins digne de confiance. Moi, je participe, mais je dis toujours, j'écris par impuissance. Je ne sais pas comment, je n'ai pas une baguette magique, je ne suis pas Macron, je ne peux pas signer les décrets. Mais il ne faut pas attendre quand ça explose avant de parler. Quand ça monte petit à petit, il faut réagir. Et nous, tous, nous sommes concernés. Je ne dirais pas qu'elle est malade. C'est qu'en fait, on entend les malades. Ce n'est pas la fraternité qui est malade. Ce sont les gens qui en ont une vision malade que nous entendons un peu trop. Mais ils ne sont pas majoritaires. Peut-être que je pêche par excès d'optimisme. Mais les gens qu'on entend, les sectaires, radicaux et haineux, ces gens-là qui inscrivent leur état d'esprit toujours dans le rejet de l'autre, ce n'est pas parce qu'on les entend trop souvent qu'ils ont raison. Ce n'est pas parce qu'on les entend trop souvent qu'ils sont majoritaires. C'est tout simplement, c'est comme les calebasses, vous mettez 7 pièces dedans, vous remuez, ça fait trop de bruit. Mais ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de bruit qu'ils sont majoritaires ou qu'ils auraient peut-être raison. Ils n'ont pas raison, ils ne sont pas majoritaires. Simplement, quand les gens vivent bien, défendent de belles valeurs, ces gens-là n'ont pas la vanité de vouloir claironner sur tous les toits. Par contre, le haineux, le sectaire, lui, il a besoin de sonner les trompes pour annoncer tout le mal que ce sont des oiseaux de mauvais augure.
Donc il faut qu'on les entende. Eh bien moi je voudrais que l'autre France qui se tait se dise, nous aussi nous devons faire entendre notre voix, parce que celle-là c'est une voix d'harmonie, elle n'est pas dissonante, elle est rassurante. Oui. Avant de critiquer le café turc, il faut en boire. Comme ça, vous saurez c'est quoi le goût. Avant de critiquer le tchéboudienne sénégalais, mais mettez-vous à table avec des Sénégalais, mangez ensemble. Vous verrez, vous pouvez aussi apprécier. Moi, j'ai dû découvrir la choucroute, je ne connaissais pas. Donc, et ce qui est valable pour nos papilles, c'est valable aussi pour nos neurones. Donc, si vous découvrez la culture de l'autre, cette personne-là cesse d'être étrange pour vous. Donc, vous pouvez apprécier une culture parce que vous la découvrez. Donc, vous verrez ses beautés cachées. Rien n'est acquis, rien n'est superficiel. Il faut aller au-delà des apparences pour découvrir les valeurs fondamentales d'une culture, d'un pays, de toute autre nation. C'est pas que la France. Donc oui, les autochtones doivent s'ouvrir pour accueillir, mais les accueillis, les personnes qui viennent d'arriver doivent aussi faire un effort de curiosité et s'adapter, avoir la curiosité de l'autre. Et donc c'est une marche où chacun doit faire un pas vers l'autre. C'est générationnel, mais c'est aussi l'éducation. Moi, mes grands-parents n'étaient pas des gens sectaires. Ils accueillaient tous les étrangers paumés chez nous. D'ailleurs, on a eu un curé français qui était chez nous, qui m'a fait découvrir Johann Sébastien Bach, parce qu'il écoutait ça tous les jours à sa radiocassette. Et donc, c'est l'éducation qui fabrique l'ouverture d'esprit. Pour moi, pour moi. Et donc, ce métissage, pour moi, il est irréversible. Et c'est tant mieux. Parce que quand même, vous savez, les labradors ne se marient pas avec les Yorkshire, c'est une question de race. Par contre, tous les humains, vous mettez n'importe quel humain ensemble, ils sont capables d'amour et de faire de beaux bébés. Alors vive le métissage. Il faut relire Goethe qui nous parle de la Weltliteratur, donc une littérature qui se soucie de l'ensemble du genre humain. Et cette grandeur de cœur, c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Les gens, ils sont crispés, ils pensent que leur identité, c'est le nombril du monde. Leur identité, c'est une virgule dans l'immensité de l'humanité qui nous rassemble. Donc c'est comme si vous aviez une grande maison avec des pièces et les gens, ils sont là, ils pensent que leur pièce, elle est plus importante que le reste de la maison. Non, dans l'autre maison, il y a leurs frères, il y a leurs sœurs. La couleur, elle est différente. Je trouve qu'il faut être vraiment, mais vraiment en retard aujourd'hui pour définir son identité à travers une simple couleur ou une carte d'identité. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'on devrait, dans ce monde globalisé, on n'a pas d'autre choix que de se dire comment fabriquer quelque chose, un imaginaire collectif, apaisant, de réconciliation. Je tiens à ce mot réconciliation. C'est-à-dire qu'on se réfère toujours à l'histoire pour justifier des antagonismes d'aujourd'hui. Il y a des problèmes d'aujourd'hui, donnons-leur leur vrai nom. Et ces problèmes, souvent, c'est un problème de classe, de pauvreté et d'économie. Et on peut solutionner ça en pensant vraiment les uns aux autres, avec un peu plus d'éthique. L'amour est la grande affaire de nos vies. Oui. Ça, c'est une belle phrase de vous. Oui, parce que tout ce qui nous lie avec les autres, que ce soit les parents, les amis, vous voyez, moi j'ai une fidélité énorme à mes grands-parents. Je parlerai tout le temps d'eux parce que c'est une histoire d'amour. Et c'est pareil pour des amis, c'est pareil parfois pour des voisins, c'est pareil pour les cultures, même pour la nourriture. Il y a des aliments que vous préférez. Et donc tout ça, c'est toujours construit autour de l'amour. Et on parlait de l'accueil tout à l'heure. Et c'est pareil, si je peux rester en France, c'est quand même, j'y ai trouvé aussi de l'amour parce que sinon, je n'aurais pas pu rester. Donc, il y a forcément des gens qui m'aiment et que j'aime et qui m'accueillent et qui me donnent le courage de rester. L'amour donne du courage.